Bonjour à tous et toutes et ravi de vous retrouver pour le Good Morning Trading, votre émission quotidienne à 8 heures du matin quand cela marche. Hier, j'ai pas pu diffuser le Good Morning Trading puisque j'essayais de diffuser un flux YouTube gratuit pour tout le monde et un flux pour premium pour mon école. Et mon logiciel n'a pas aimé que j'envoie un flux sur YouTube en même temps, donc il m'a fait sauter ma licence à 7h58, donc c'était difficile de pouvoir faire le Good Morning Trading à 8h, et YouTube aussi n'apprécie pas, puisqu'il m'a changé les clés de streaming, donc on ne peut pas streamer avec le même compte deux fois, mais c'est pas grave, je vais créer un autre compte et puis on va tester ça. Donc pour tous les gens de l'école, un peu de patience, hein. Je vous rappelle que l'école ouvre le 2 janvier, donc ce sera bien prêt pour le 2 janvier. Là on a 2 mois de test et à partir de lundi il y aura un flux dédié spécifique sur l'école, un flux privé. YouTube permet d'avoir des flux privés. Donc vous aurez toutes les infos. Et pour les membres de l'école qui n'ont pas été qui ne se sont pas connectés ou qui n'ont pas reçu l'email, allez-y, il y a un cadeau de 1400 € qui vous attend à activer, qui commence le 1er novembre, donc profitez-en, foncez. On attaque, nous, l'analyse du jour. Alors, on a commencé à avoir une petite baisse quand même sur le Dow Jones qui a perdu à peu près 260 points. Il a baissé de 0,74 hier. Le S&P a perdu 0,5% et le Nasdaq est resté inchangé, soutenu notamment par de très très bons résultats d'entreprises américaines liées au Nasdaq. Microsoft qui a pris plus de 4%, 4,2% et qui est sur son plus haut historique de tous les temps. Ça a super bien marché pour Microsoft, notamment toute son activité du cloud. Et là, c'est une question, je ferai peut-être même un webinaire dessus, de réflexion dessus. Est-ce que la Silicon Valley va continuer à exister ? Parce que l'essentiel des revenus vont être liés, entre guillemets, à la chose un petit peu virtuelle qui est le cloud. Alors le cloud, c'est moi qui paie 99 € par an, par exemple, pour pouvoir utiliser le pack Office et avoir un tétraoctet avec OneDrive que j'utilise en permanence. C'est ma sauvegarde principale, c'est tout ce que j'ai sur OneDrive. Et mine de rien, 99 € multiplié par des millions de personnes, ça fait des sommes colossales. Mais finalement, peut-être que physiquement, la Silicon Valley n'a plus grand avenir. Ça coûte extrêmement cher les logements là-bas, l'offre et la demande. Et on a vu avec le Covid que l'on pouvait extrêmement bien travailler, notamment grâce aux outils mis en place par Microsoft comme Teams. On peut extrêmement bien travailler dans le secteur informatique à distance. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un début de réflexion sur doit-on forcément avoir 3000 salariés qui se déplacent tous les jours, qui prennent leur voiture, qui créent des embouteillages, et en sachant que la Californie, c'est quand même l'un des pays les plus sensibilisés avec la population la plus riche et aussi la plus sensibilisée aux problèmes écologiques, on pourrait peut-être avoir un début de fin de réflexion sur tout ça, et avoir une entreprise Microsoft qui serait quelque part 80-90% online, même pour leurs salariés. Voilà, petite réflexion du matin. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées dessus. Je viens juste d'y penser hier soir en regardant les résultats de Microsoft. Donc très bon. Alphabet, la maison mère de Google, a pris plus de 5% en après-bourse parce qu'elle a publié mercredi soir un bénéfice record pour son 3e trimestre consécutif. Alors là, vraiment, Alphabet, ça va bien. Record historique de bénéfices, record historique de bénéfices, ils n'arrêtent pas. Et notamment dans le sillage de la croissance de ses recettes publicitaires. Donc on a vraiment deux dynamiques différentes sur ce secteur-là. On a eu vendredi Snap, la société Snap avec son application Snapchat qui s'est écroulée, qui a perdu plus de 20% parce que ses résultats au niveau publicitaire ont été extrêmement moyens. Et à côté, on a Google qui caracole en tête en disant moi tout va bien, et qui se prend encore le luxe de prendre 5%
sur son titre hier en après-bourse. Donc on a vraiment des différences extrêmement fortes de dynamisme entre les entreprises. Le marché est soutenu par les bons résultats des entreprises américaines. Attention, les gros poids lourds qui ont super bien réussi et tout, formidable, sont sortis. Microsoft, je vous rappelle, plus 4,2, Alphabet plus 5%, et au final, on a ce matin l'indice Nasdaq qui est en hausse de plus 0,10%. Ça veut dire que quand tous les gros poids lourds ont sorti leurs super méga résultats, bravo les gars, félicitations, c'est lié aussi à l'organisation, à leur capacité de réaction, d'adaptation, etc. Et puis ils ont quelques milliards sur le compte en banque, ça permet vite de s'adapter aussi. Mais en tout cas, bravo. Superbe réaction face aux crises. Les autres ont peut-être plus de difficultés. Donc quand les gros poids lourds ont sorti leurs méga résultats, je pense que ça va être difficile pour les indices américains de rester sur leur plus haut historique. Et on l'a vu finalement un petit peu hier avec le Dow Jones qui a perdu moins 0,74%. Alors, on commence à avoir moins de super bons résultats qui tombent. Et donc on a, alors attention, hein, la veille il était sur des records historiques. On a une toute petite, un petit tassement pour le moment. Une chose à prendre vraiment en compte qui est très important pour les valeurs, pour choisir quelle valeur, quelle action on peut acheter aux États-Unis. On a les rendements du bond de trésor américain à 10 ans qui a encore reculé, et c'est le 4e jour consécutif qui recule, enregistrant son plus important repli depuis le 13 août. Donc ça favorise aussi les valeurs technologiques surendettées. Les titres de croissance profitent de certains très bons résultats, donc, mais aussi de la faiblesse des taux d'intérêt. Donc ça nous permet de maintenir, de rester sur des niveaux élevés, mais j'insiste bien, quand les gros poids lourds auront tous déversé leur excellent résultat, qu'est-ce qui pourra nous rester comme carburant pour pouvoir breaker encore les plus hauts historiques? Ça me paraît quand même assez difficile. On a, par rapport au secteur des high-tech qui s'est plutôt bien comporté, même s'il a fini flat, on a en contraste le secteur des finances qui a fini la séance dans le rouge, et toutes les valeurs énergétiques aussi, parce qu'on a une bonne nouvelle, c'est la chute des prix du pétrole. Alors bonne nouvelle en tant que consommateur, alors on verra ça à la pompe dans le meilleur des cas dans à peu près 3 mois si ça se maintient. Je vous ai expliqué un peu le principe le décalage entre le prix du baril et ce que l'on paye à la sortie pour nous. Voilà, les hausses sont répercutées tout de suite, les baisses ça met 3 mois pour arriver. Voilà, c'est pas le même canal je pense de croissance en tout cas pour les entreprises. Et donc on voit qu'on a quand même des secteurs qui commencent à se prendre une petite baffe. Alors le secteur énergétique, c'est normal parce qu'il est extrêmement lié au prix de l'énergie, mais c'est une bonne nouvelle pour le consommateur et c'est une bonne nouvelle pour l'inflation qui pourra peut-être être un petit peu plus réduite. Chose importante, on a de magnifiques études sur l'inflation et le prix de la baguette. Alors il y a une chose qu'on peut déduire de toutes les études qui ont été menées par des thèses magnifiques de fils de boulanger qui ont été en thèse d'économie, c'est que quand vous avez le prix de votre baguette qui monte, qui est lié à des raisons réelles, c'est-à-dire augmentation des cours du blé, etc., augmentation aussi des transports, parce que quand on fait venir le blé de Chine, ça coûte un peu plus cher, et il y a beaucoup de baguettes françaises qui sont faites avec du blé chinois et par des Italiens, par exemple. Voilà, je vous invite à revoir le sketch de Fernand Reynaud sur le boulanger étranger. C'est d'actualité en ce moment. Il faut que j'arrête de parler comme ça parce que sinon je vais partir en live, donc j'essaie de me reconcentrer. Je parlais de l'inflation, donc oui, par rapport au prix de la baguette, toutes les études montrent que quand on a une augmentation du prix de la baguette qui est réelle, qui
qui est due à des raisons concrètes. Les raisons concrètes, c'est l'augmentation des transports ou du prix du blé. Quand le prix du transport s'effondre et quand le prix du blé s'effondre, le prix de la baguette ne redescend jamais. Donc voilà, c'est important. Si vous arrivez à 1 euro la baguette dans votre... c'est à surveiller. Et aujourd'hui, on a 2 choses extrêmement importantes. On a la décision de la BCE à 13h45 sur ces taux. Normalement, c'est inchangé, mais ce qui va être très écouté, c'est le discours de Christine Lagarde, qui est une femme fort habile, fort intelligente, et elle risque normalement de nous sortir un discours rassurant. Donc en théorie, rien à attendre du côté de la BCE. Certaines mauvaises langues diront comme d'habitude, mais normalement, ça ne devra pas avoir un événement cosmoplanétaire de la décision de la BCE. Toutefois, sachez que ça pourrait arriver, c'est arrivé une fois de temps en temps, ça peut arriver, donc prudence quand même si on n'attend pas le grand bing bang du côté de la BCE, mais c'est le discours de Christine Lagarde qui va être surveillé pour voir le poids entre ceux qui veulent, entre les gouverneurs des banques nationales, entre le poids, essayer de devoir comment pensent les Allemands, est-ce qu'il faut monter les taux, les Français, les Italiens, les Espagnols, donc voir un petit peu l'état des forces. Mais surtout, à 14h30, on a la première estimation du PIB du 3e trimestre américain. Ça, c'est l'indicateur majeur de la journée. Il devrait être bon, il devrait être très bon si on en croit les bombardements de super comptes comme Alphabet, Microsoft, etc., etc. Donc, a priori, tout va bien, mais on a les premiers signes de faiblesse. Je vous en parlais dès la semaine dernière en vous disant quand les gros poids lourds auront sorti tous leurs bons résultats, qu'est-ce qui va nous rester dans le moteur pour se maintenir à des niveaux aussi élevés? Et là, on a vu pour la première fois, on a le Dow Jones qui est un tout petit peu décalé, 0,74%. Alors pour beaucoup, ça a presque été un début de crack parce qu'on n'est plus habitué à avoir une baisse de 250 points sur le Dow Jones. Bon, sachez qu'une baisse normale, avec le niveau du Dow Jones qui est quand même à plus de 35 000 points, une baisse normale sur le Dow Jones un petit peu appuyée, c'est 1000 points. Il perdra 2,5% et on se retrouvera, on passera de 35 000 à 34 000. Donc voilà, dites-vous que c'est rien du tout. Et là, j'en profite pendant 3 minutes pour vous parler de cela. Et je m'adresse plus particulièrement aux traders débutants. Alors, traders débutants, dans mon esprit, c'est des gens qui sont en bourse depuis 1, 2, 3, 4 ans, pas plus. Vous n'avez pas connu vraiment de grosse volatilité. Je vous donne un exemple. L'amplitude sur l'indice DAX 40, actuellement, quand il y a 150 points d'amplitude, c'est énorme, entre guillemets. L'amplitude, avec un indice à 15 000, l'amplitude moyenne, il y a encore quelques années sur le DAX 30, une petite journée, c'était 250 à 300 points. Donc le double pour des petites journées, et maintenant qu'on a 150 points d'amplitude, on trouve que c'est des grosses journées sur le DAX. Donc faites attention à ça. Vous n'êtes entre guillemets pas habitué à une volatilité normale. Là, on a vraiment une volatilité extrêmement réduite. Pourquoi? Parce qu'on a eu les interventions des banques centrales qui rachètent, etc., etc. Donc ça permet d'aplanir toute forme de baisse. Et donc dès qu'on baisse un peu, ça remonte parce qu'ils achètent des milliards, et hop. Là, les banques centrales vont commencer à se dégager petit à petit, à intervenir de moins en moins. Donc, progressivement, le marché va devenir ce qu'il aurait toujours dû être dans une économie capitaliste, c'est-à-dire pas soutenu artificiellement par les banques centrales. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour vous expliquer qu'on va arriver dans les prochains mois, et à partir de début d'année prochaine, mi-année prochaine, normalement, on ne devrait plus avoir les béquilles permanentes des banques centrales. Et là, ça va swinguer, si j'ose dire, enfin c'est plutôt ça va volatiliser, ça va bouger beaucoup plus que ce que l'on a connu. Là, on a été sous perfusion, mais perfusion on avait à la fois de la morphine et
un médicament qui nous endort, hein, c'est ce qu'on a eu sur les marchés. C'est pour ça qu'on se tape des fois des journées de variation d'amplitude d'un tiers de pourcent, de 0,33% sur des indices. Mais ça, c'est du jamais vu, entre guillemets. Si vous avez plusieurs années d'expérience en bourse, c'est du jamais vu, c'est un jour férié, quoi. On est quasiment à 3 jours sur 5 dans la semaine en jour férié, hein. Pas beaucoup d'amplitude, etc. Donc ça, c'est l'intervention perpétuelle des banques centrales qui casse un peu cela. Mais elles vont se dégager, donc il y aura moins de, en simplifiant énormément, alors à outrance, hein, mais vraiment pour que vous compreniez l'image, il y aura beaucoup moins d'achats dans les carnets d'ordre, entre guillemets, pour stabiliser les variations. Le carnet d'ordre va être, entre guillemets, à raison de quelques milliards par jour. Globalement, s'il y avait un carnet d'ordre général, beaucoup moins fourni. Donc, on va avoir des amplitudes beaucoup plus sympas. Donc, je vous mets en garde. Là, parce qu'en décembre, on va peut-être même avoir éventuellement un rallye, mais on va profiter, entre guillemets, on profite de nos dernières semaines de tranquillité et d'avoir la BCE, la Fed derrière nous, avec des béquilles qui empêchent les marchés pas force de plonger, mais qui empêchent aussi les marchés d'avoir de très fortes amplitudes journalières. Et un scalper comme moi, on a hâte enfin qu'on redevienne des adultes et qu'on se retape de grosses amplitudes journalières. Voilà, on va passer à l'analyse technique, mais ça vraiment, rappelez-vous-en, parce que voilà, quand vous avez 250 points sur l'indice Dow Jones et qu'on trouve que c'est une grosse journée, mais non, c'est un jour férié normalement, hein. Donc attendez-vous à ce qu'on ait des journées à 1000 points d'amplitude et puis des belles grosses journées l'année prochaine à peut-être 2000 points, hein. À moins 5%, on en aura peut-être 2 ou 3 dans l'année. Donc voilà, j'espère que c'est un espoir pour moi, entre guillemets, ce qui n'est pas un espoir non forcément pour les gérants, mais qu'on retrouve de l'amplitude, que l'on retrouve de la nervosité, que l'on retrouve de belles variations intraday, et pas qu'on est dans des ranges aussi étroits que 0,33% sur la journée. C'est épuisant. C'est épuisant d'attente, si j'ose dire, et de non-intervention. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces pour soutenir la chaîne qui est toujours sans publicité tant qu'on peut tenir et que Alphabet ne nous force pas à mettre de la publicité. Bon, vu leurs résultats, ils abuseraient, hein. Là, franchement, s'ils perdent là, avec des résultats records sur la publicité, voilà. Qui laisse les webmasters, les youtubeurs qui veulent diffuser leur contenu gratos sans aucune publicité, voilà. Alors on attaque. C'est parti. Donc notre ami le CAC 40, toujours bloqué, on le retrouve au même niveau, sur les 6750, qui est vraiment un niveau stratégique qu'il aime bien. On le voit hier, on n'a quasiment pas eu aucune amplitude, vraiment. On est descendu à 6726 au plus bas, 25,5 au plus bas. Je vous rappelle, pour ceux qui ont lu mon livre, relisez le chapitre sur les pas de 25 en 25 sur le CAC 40. Voilà, c'est les zones où on intervient. On n'essaye pas d'acheter sur du 30, 33 ou quoi que ce soit. On essaye d'acheter sur de 25, 50, 75, 100 et même légèrement en dessous idéalement. Mais vous avez toutes les explications sur le pourquoi, du comment, selon moi en tout cas. Donc c'est parti pour du range. Normalement Christine Lagarde devrait nous réveiller un petit peu ça, mais j'y crois pas. Donc on risque d'être un petit peu dans la même configuration qu'hier. On va aller chercher un point bas qui est à peu près toujours le même, vers les 6725, et hop, ça remonte tout doucement et on réussit tant bien que mal à prendre 30 points dans la journée, 25-30 points. Donc on se fait notre plus 0,30, plus 0,40. C'est assez mortel. Alors, un point de short, me diriez-vous? Regardez, on a les 6775 qui ont bien fonctionné mardi. Pourquoi pas? Il y a le plus haut de la semaine précédente. On s'approche des 6008. Ça me paraît un petit peu
un petit peu risqué quand on voit vraiment la configuration qui reste quand même très très haussière de tous les indices européens, j'insiste bien. Le CAC 40, c'est là où on voit qu'il y a même les États-Unis qui le portent et qui le soutiennent. Donc, c'est pas, à mon avis, l'indice prioritaire si vous voulez shorter les marchés et vu les résultats des entreprises qui tombent. Gardez vos envies de short peut-être pour l'été prochain, mais c'est pas franchement le moment. Alors, c'est difficile d'acheter sur les plus historiques. J'en ai parlé hier et il y a eu un commentaire sur la chaîne YouTube que j'ai particulièrement apprécié, qui m'a fait réfléchir. Alors je m'excuse pour son pseudo, j'ai du mal à retenir les pseudos, mais grosso modo il m'a dit: Benoît, c'est normal que tu aies du mal à acheter sur les plus historiques parce que tu es un vieux trader comme moi et on a connu les années 2000, etc. Et après réflexion, c'est effectivement ça. C'est quand on a connu 2000, quand on a connu 2006, 2008, 2010, le flash crack de 2010, on a du mal à acheter les plus historiques parce que on a vu des actions qui ont perdu derrière 90% de leur valeur. Alors, sur plusieurs mois, plusieurs années à partir de 2010, le flash crack, il y a certaines actions qui ont perdu 90% de leur valeur dans la journée. C'est complètement ahurissant. Donc en fait, oui, après réflexion, c'est effectivement un traumatisme que je me balade et que des jeunes traders qui n'ont pas connu, depuis 10 ans, qui n'ont connu aucune phase baissière, ne se rendent pas compte du risque potentiel qu'ils prennent en achetant sur les plus hauts historiques, surtout s'ils font du swing trading. Là, c'est un peu mortel. Et en même temps, ça n'a rien à voir avec Macron, hein, mais c'est vraiment devenu dans le vocabulaire courant. En revanche, pour ma part, c'est un vrai traumatisme qui me bloque pour faire du rendement. Quand on est sur les plus historiques, il y a un blocage, entre guillemets, un traumatisme, tout simplement un traumatisme. Je n'ai pas souffert spécialement sur le crack des années 2000 parce que j'avais pas beaucoup de sous, donc je crois même que j'ai dû en gagner un peu, mais j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Je sortais de mes années d'études et du service militaire qui m'a complètement ruiné. Donc voilà, j'avais rien du tout. Enfin, pas grand chose, donc c'est pas réellement un traumatisme financier que j'ai pu avoir, mais avoir les cours qui s'effondrent et qu'il n'y a rien qui les retient, plus rien, c'est sûr que ça marque. Donc j'avais pas réalisé ça, donc merci beaucoup pour ce commentaire. Je vais devoir travailler là-dessus pour finalement essayer de liquider ce traumatisme qui me met des bâtons dans les roues pour faire du rendement actuellement, ce qui ne m'empêchera pas d'être prudent, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. On est la somme de nos expériences et de ce que l'on a vécu. On va passer au DAX, donc ça c'est petit message pour les vieux traders. Est-ce que vous avez le même problème lié peut-être au fait que vous ayez connu 2000? Alors ceux qui ont connu 87, c'est certainement encore pire. Pour ceux qui ne connaissent pas 1987, je vous invite à regarder le Dow Jones en 1987 et vous allez voir ce que c'est le pouvoir du côté obscur de la force sur une journée. C'est assez impressionnant, en sachant que ça devrait être un peu moins maintenant, parce que quand on baisse de plus de 10%, on a ce qu'on appelle les courts-circuits. Ils arrêtent la bourse, entre guillemets, ils laissent les gens reprendre un peu leurs esprits, ça recote après, et voilà, ils laissent pas ouvert le marché non-stop. Et puis si on est comme en Russie, si ça chute trop, et je dis hop, on arrête, on coupe et on rouvrira dans 15 jours, le temps que les esprits se calment. Il faut savoir que la bourse n'est quand même pas un marché qui est à égalité, en fait. Ouais, c'est ça, on n'est pas à égalité, c'est-à-dire que quand vous avez des vagues de baisse extrêmement fortes, vous avez tout un système de protection qui se met en place pour essayer de limiter la baisse. Alors ça ne marche pas énormément, mais en même temps, s'il n'y avait pas ça, ce serait certainement bien pire. Par contre, il n'y a pas de système pour limiter les hausses. Je vous donne un exemple. Sur Futur, au mois de mars, quand ça s'est mis à fortement baisser, si vous aviez une position short, par exemple, avec 10 lots,
sur futur. Vous étiez content, hein, vous gagnez des grosses sommes, il y avait le compteur qui s'affolait et tout ça. Et en cours de journée, vous avez le régulateur, les chambres de compensation qui a dit allez hop, on double les marges. Maintenant, pour acheter un lot, il ne faut plus dépenser 10 000, 30 000 dollars, c'est 60 000 dollars. Et donc, vous aviez, si vous étiez un vendeur en gagnant plein de sous, d'un seul coup, vous passiez de 10 lots à 5 lots. Et vous dites, à condition que vous étiez en levier max, mais bon, c'est dans ce genre de situation où plutôt tendance à appuyer. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mode panique, j'ai pas appuyé sur aucun bouton. Comment ça se fait que j'ai eu des ventes? Eh bien, ça a été les chambres de compensation qui ont monté, les brokers sont obligés de suivre. Et en pleine séance, vous avez la moitié de vos positions vendeuses qui sont dégagées. Donc, ça veut dire qu'en fait, automatiquement, les moins 10 lots que vous aviez en vente, ils vous en dégagent 5, donc ça fait 5 lots à l'achat. Donc, ça permet de limiter la baisse. Et vous, ça vous flingue la moitié de vos résultats. Donc, voilà. Donc, plein de gens font des tas de projections, mais sachez que si vous pouvez acheter 10 lots en permanence à l'heure actuelle à l'achat, très bien. On ne vous mettra jamais les bâtons dans les roues, on vous dira jamais attention, les marchés montent trop. Non, comme 90% des gens achètent généralement, on va satisfaire la majorité. Par contre, quand ça baisse, que vous êtes vendeur appuyé, on va vous mettre des bâtons dans les roues. On va vous empêcher de garder vos 10 lots et donc vous vous retrouvez avec 5 lots. Alors vous les gardez, le marché continue de baisser. Et là, croyez-moi, vous êtes extrêmement en colère en disant mais c'est pas possible si on protège toujours la majorité de la population, blablabla. Bon, après, éthiquement, on pourrait en parler pendant des heures, mais sachez ça. Et quand vous le vivez, vous l'avez quand même comme ça sur le coup. On vous solde votre position, alors que tout va bien, vous êtes dans le vert, magnifique, mais non. Voilà. Et pour ceux qui sont à l'achat, par contre, c'est exactement la même chose. On leur fait prendre leur perte automatiquement. Et si on est en phase de crack, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que cela. Mais bon, voilà, on a quand même l'impression d'être sous curatelle systématiquement et de ne pas pouvoir gérer comme on veut. Le plus dur quand même, c'est quand vous avez des positions gagnantes et qu'on vous les ferme. À la limite perdante et qu'on vous les ferme de force, pourquoi pas. Mais gagnante et qu'on vous les ferme de force, là, il n'y a aucune justification de protection du trader, du consommateur, ou je ne sais trop quoi. Là, c'est vraiment... Bon, j'arrête, ça va me mettre en colère encore, cette histoire. Je suis rarement en colère, mais ça, c'est peut-être la dernière fois que j'étais en colère. Ça a plus d'un an, quoi, ça va. Pardon, donc je reviens sur le DAX. Petit profil baissier sur le DAX quand même. On le voit depuis mardi, donc on a eu une forte accélération. Ça baissouille gentiment. Et quand ça baissouille, je regarde où il y a eu le début du up. Le début du up, ça a été mardi à 8h, 9h. On s'est mis à accélérer et depuis, on baisse tranquillement. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait qu'on revienne sur cette zone-là de résistance 1 de la semaine, un peu sous les 15 650 et voir si on a une petite réaction pour préserver les choses. Si on stagne ou si on n'a pas de réaction, je passe mon tour et je me mets au niveau des 15 600 qui correspond au plus haut de la semaine précédente, la middle R1 mensuelle, la middle R1S en protection 24 points en dessous. Donc là, c'est vraiment, si on pouvait jeudi ou vendredi aller sur cette zone-là, je serais vraiment partant. Ça, je signe parce qu'elle a un potentiel vraiment pour rebondir de 25 à 50 points et on fait notre journée ou notre semaine sur ce trade extrêmement peu risqué statistiquement que de rentrer maintenant à l'achat ou à la vente. On est en zone, on est vraiment dans un no man's land d'incertitude sur le DAX 40. J'étais très bavard, je vais juste légèrement accélérer, me concentrer sur les indices américain. Alors, notre ami le Dow Jones, qui a fait le crack du siècle en baissant de 0,67%, regardez où il a été freiné. Il a été freiné pile, il a d'ailleurs rebondi de manière assez brillante d'une soixantaine de points, pile sur le plus haut du mois précédent. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est
Si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment le niveau qui m'intéresse et on a eu la chose typique. C'est-à-dire quand on s'est mis à breaker de manière très nette le plus haut du mois précédent. Ici, on a breaké de manière très nette. On est ensuite revenu le tester. Ça s'est transformé en support. On est reparti à tout va. Et là, en quelques heures, en 2 heures, on a effacé quasiment 2 jours, 2 jours et demi de hausse pour pile toucher le plus haut du mois précédent à l'unité près, hein, au point près, et se mettre à rebondir. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas louper, hein. Quand vous avez des plus hauts du mois précédent qui deviennent support, ça marche vraiment bien. Et inversement, en phase de baisse, quand vous avez les plus bas du mois précédent, qu'on revient les chercher, poum, on se reprend une claquouse généralement et ça repart sur une vague baissière. Donc ça, c'est le genre de petit trade à ne pas, entre guillemets, louper, ou en tout cas à ne pas se mettre à contresens. C'est-à-dire que dans la journée d'hier, quand ça baissait, en ligne de mire, la zone la plus intéressante, c'était le plus haut du mois précédent. Donc c'est là où la patience paye. Plus vous allez être patient, moins vous allez faire de trades, mais plus vos trades vont être de belle qualité et possibilité de gagner des points avec un minimum de risque. Ça sert strictement à rien de gagner 200 points en prenant des risques, parce que le lendemain, vous allez tous les rendre. Ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Par contre, gagner 20 points en limitant à 90% les risques, ça a beaucoup plus de valeur pour moi. Et donc, chaque jour, un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. C'est la méthode Kaizen japonais. Si cela vous intéresse, la méthode des petits pas qui permettent les grands changements, les grandes améliorations. Nasdaq. Alors, notre Nasdaq, bravo à lui, il a réussi à se maintenir. Youhou, heureusement, Alphabet plus 5% et Microsoft plus 4%, c'est bien, c'est super bien. Par contre, ça y est, ils ont donné leurs résultats maintenant. Donc, il va falloir que ceux qui enchaînent derrière donnent aussi de très bons résultats. Et puis, on a de moins en moins de poids lourds. Heureusement, il nous reste encore Amazon. Moi, ce que j'attends, c'est Amazon. Amazon. Voir ce que... Parce qu'Amazon, c'est tout le net, c'est tout le commerce en ligne, c'est toute la dynamique. C'est pour moi peut-être la valeur qui a le plus de sens pour vraiment voir le bilan de santé de quasiment toute l'économie américaine, de toute l'économie du net et des services, et la consommation, parce que quand on achète sur Amazon, si Amazon annonce 10%, c'est que les gens ont fait chauffer les cartes bleues et que tout va bien, et que j'espère que les commerçants locaux auront aussi une augmentation de 10%, mais c'est de moins en moins sûr. On va peut-être vivre de plus en plus dans le cloud. Voilà, on travaillera pas au bureau et on n'achètera pas dans les magasins. Et en fait, moi je suis un extraterrestre, hein. C'est exactement ce que je fais. Hélas, Amazon ne livre pas en Andorre, mais sinon 99% de mes achats quand j'étais en France, 95, allez on va dire, c'était sur Amazon, hein. À part l'alimentation, le reste, tout était sur Amazon. Et comme je n'achète jamais de vêtements, comme vous le voyez, si bien avec mes jeux polo, mais c'est mon côté décroissant. J'ai 95% de mes achats en valeur en plus, hein, mes plus gros achats, c'était uniquement sur Amazon. Donc voilà, ça c'est la valeur que j'attends avec extrêmement d'impatience. C'est que va nous sortir Amazon. Pour Nasdaq, écoutez, stabilisation. Il profite des bons résultats. Il profite de la baisse des taux à 10 ans américains, comme tout indice qui est très sensible aux variations des taux liés à l'endettement de ces entreprises. Là, c'est un peu difficile, franchement, de vous dire ce que je pourrais faire sur le Nasdaq. Là, il est 8h30, je n'en ai strictement aucune idée. Alors, voilà, je suis toujours parfaitement clair sur mes plans d'intervention. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut nous faire. On est bloqué sur les 15 700.
Et on a un petit point bas, moi, qui me plairait bien, c'est les 15 482, on va dire 15 475. Passer légèrement sous le plus haut de la semaine précédente et tenter un rebond. Donc cette zone-là, 15 500, 15 475, m'intéresserait si je vois qu'on repart pour essayer de rentrer. C'est 100 points plus bas. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner aujourd'hui. On a le troisième trimestre, PIB troisième trimestre américain. On a encore de belles valeurs qui vont donner leurs résultats. Les indices sont plutôt tendance à baisser. S&P 500 a perdu 1,5%, le Dow Jones 0,74%, le Nasdaq flat hier, je ne sais pas du tout. Voilà, je ne peux pas vous aider plus que ça, hein. Je vous fais une réponse de Normand. La seule chose, quand je ne sais pas, c'est que je suis beaucoup plus exigeant sur mes entrées. Donc je tape sur du gros support type résistance mensuelle pour commencer à m'intéresser à ce que ça peut faire. Mais là, en scalping intraday dessus, je ne sais pas du tout. Sur le Russell 2000, alors qui est toujours très évocateur, grosso modo du climat global, un petit peu de la tendance, et il s'est pris une bonne claque. Dans le sillage du Dow Jones. Bon, lui, c'était un petit peu plus appuyé, alors on va dire légèrement plus appuyé, puisque depuis 48 heures, il nous a perdu 3%. Donc c'est pas mal. Il essaye de se stabiliser, c'est pas une coïncidence sur son middle RA mensuel, donc sur son plus gros support qu'il a sous la main. Il a légèrement rebondi sur les supports de la semaine. Il y avait quelques petits points à prendre très rapides en scalping, vraiment très rapide. Et ensuite, il les a enfoncés tous un par un, en rebondissant systématiquement sur chacun. Donc il était gentil pour les scalpers. Les scalpers se faisaient un petit peu dessous, même s'ils n'étaient pas forcément dans le bon sens, entre guillemets, de la tendance sur des unités de temps beaucoup plus élevées. Mais dans leurs unités de temps en scalping, ils étaient dans le bon sens puisque ça rebondissait et qui suivait le rebond. Ça, c'est super important parce que j'entends toujours des gens, oui, mais le trade n'a pas été pris dans la tendance, etc. Mais la tendance, ça dépend uniquement de l'unité de temps. Tout simplement. Vous pouvez avoir une unité de temps annuelle et vous êtes à l'achat, c'est la tendance depuis 10 ans. Et puis vous pouvez avoir une unité de temps 5 minutes et puis ça fait déjà 14 bougies 5 minutes que ça n'arrête pas de dégueuler. Et donc vous êtes dans la tendance baissière aussi. Et pareil pour le Centik, etc. Donc essayons d'élever un peu le débat au niveau du trading et de ne pas se comporter, je sais pas, comme les supporters abrutis qui ne voient que leur équipe. Voilà, même chose, arrêtons d'être abrutis en disant je suis bulle, je suis acheteur, je suis vendeur, et d'en faire une religion. Les gens qui ont des religions en bourse, ils finissent toujours brûlés par la bourse. Voilà, donc voilà, vous êtes dans votre unité de temps que vous maîtrisez bien et vous êtes super à l'aise dedans et vous tradez votre unité de temps. Et tout va bien, et vous êtes en permanence dans votre tendance personnelle, si j'ose dire. Vous avez la tendance, et vous avez, entre guillemets, la tendance de fond, le climat psychologique à prendre en considération. Là, en tout cas, sur le Russell, ça baisse bien. Ça baisse bien, et ce qui m'intéresse, c'est qu'on est arrivé sur les 2250, au contact de la middle RA mensuelle, qui a juste permis d'arrêter la baisse. On a une petite tentative de rebond, mais alors de nain. Donc ça veut dire que c'est super fragile cette zone là et que la prochaine étape importante, si ça se met à baisser, next step, c'est le pivot mensuel à 2220 et ce serait pas déconnant que l'on aille dessus puisqu'on s'est maintenu dessus quasiment les 15 premiers jours du mois d'octobre. Donc si on revenait dessus, ça nous ferait simplement un mois sans grande amplitude au final. Et ce qui m'intéresse là si vous voyez bien sur les bougies journalières, donc c'est qu'on a stagné pendant 15 jours. Du 1er au 15, on a stagné sur le point pivot mensuel. On s'est mis à accélérer à tout va pendant quelques jours. On a été taper la résistance à mensuelle. Et là, depuis 48 heures, on est en phase de baisse assez appuyée. Et on vient d'effacer la hausse de 4, 5, 6, 7, à peu près 8 jours. On a effacé la hausse de 8-9 jours en 48 heures. Et là, on est pile au milieu du range du mois sur la middle R1 mensuelle, ce qu'on a
appuyer sur le point pivot mensuel, remonter sur la résistance mensuelle, et là on est pile stabilisé. Donc ce serait presque un gentleman agreement. On en a donné aux acheteurs, on n'a pas massacré les vendeurs, on se pose sur les 2250, c'est la middle area mensuelle. Et maintenant, que vais-je faire? Je pense qu'ils ne le savent pas du tout. Et ça va être le flot des entreprises qui vont déterminer le sens. Mais en tout cas, il y a quand même un a priori assez tassé. Et voilà. Ça donne pas tellement envie d'acheter. Franchement, sur le Russell 2000, non. Donc Russell, Dow Jones, S&P qui descend. Le seul qui a résisté pour l'instant, c'est le Nasdaq. Voilà, c'est des marchés là qui commencent peut-être à souffler. Et je vous dis, pour moi, le plus grave, enfin le grave, il n'y a pas de gravitude du tout, ni de bravitude en bourse. Peut-être l'information la plus importante, c'est que les poids lourds qui donnent leurs bons résultats, qui peuvent maintenir les marchés, qui peuvent donner un second souffle, et grâce à ça on break, eh ben, il y en a de moins en moins qui tombent. On a perdu Facebook il y a 48 heures, on a perdu Alphabet hier, on a perdu Microsoft, on n'a plus d'Intel, on n'a plus d'IBM, etc. Donc il y en a de moins en moins. Et, bon, il nous reste du Amazon, il reste encore des belles valeurs, hein, bien entendu, mais pour rebondir, pour breaker, on a de moins en moins de cartouches quelque part. C'est un peu l'idée que je veux vous faire passer, selon moi, hein, bien entendu, et ça n'a strictement aucune valeur, si ce n'est la parole que j'émets. 8h45, plein de bonnes choses. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading, une petite tentative de Good Morning Premium a priori pour les gens de l'école, en tout cas lundi c'est sûr. Normalement c'est réglé. Il y aura une partie privée chaîne YouTube. Voilà, il faut juste que je teste 50 fois pour voir si ça marche bien et faire tous les réglages adéquats. Portez-vous bien, beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. N'oubliez jamais que avant tout, pour réussir, il faut se faire plaisir. Et c'est un indicateur de danger, que vous êtes en trop gros levier et tout ça. Rappelez-vous, pour maîtriser quelque chose, il faut ni être trop à gauche, ni être trop à droite. Il ne faut pas être excité, il ne faut pas être pessimiste. Si vous êtes en train de sauter sur votre chaise parce que vous gagnez de l'argent, bon bravo, mais sachez que vous avez dû certainement prendre beaucoup de risques. La prochaine fois, vous risquez de vous enfoncer dans votre chaise en étant totalement déprimé. Voilà, comme beaucoup de choses, finalement, c'est pas les excès, c'est ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. C'est pas un message politique, hein. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Dans votre trading, comme dans votre vie, pensez la verticalité. Pensez la verticalité qui vous donne une structure dans votre vie et aussi, c'est un petit clin d'œil, et aussi dans votre trading. Et là, ça vaut le coup d'avoir un trading où vous tenez bien droit, bien vertical, les pieds au sol, la tête aux cieux, et de rester maître de vos sentiments, de vos pulsions. Et c'est ça qui va marcher le mieux. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pense qu'on va vivre une année 2022 assez violente, parce qu'on n'aura plus les banques centrales dans le dos pour nous maintenir. Et donc ça va être à nous de nous maintenir nous-mêmes. Et la meilleure façon que peut avoir un trader, c'est vraiment de travailler sur sa verticalité. Donc, et si vraiment ça va être indispensable en 2022, ça va pas être une année facile, d'essayer de maîtriser vos émotions, vos pulsions. Et voilà, un bon trade, c'est un trade qui devait être fait et qui finalement vous procure aucune émotion particulière. Vous ne venez pas en bourse pour avoir des émotions, et ça je me permets encore d'insister fortement dessus. Vous venez en bourse pour vous développer personnellement, c'est le meilleur outil de développement personnel, et avoir finalement le moins d'émotions possible. Ça veut dire que vous aurez le trading le plus sage, le plus efficace aussi. Je dis pas que on ne reste pas des hommes, et que si on fait une perte ça fait pas plaisir, et si on fait un gain ça fait certes plaisir, mais c'est pas ces émotions qui doivent nous dominer dans notre trading.
le principal plaisir qu'on doit avoir, c'est la maîtrise. C'est vraiment réussir à se maîtriser et à maîtriser nos entrées, à maîtriser notre trade. Ne jamais être soumis, ne jamais être dépassé par ce qui se passe en bourse. Quand vous êtes dépassé, voilà, vous prenez du recul, vous vous mettez en mode je réfléchis, je regarde ce qui se passe, j'ai mes graphiques, je respire un grand coup. Et si je ne comprends pas ce qui se passe, comme moi par exemple sur le Nasdaq, c'est pas que je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ne vois pas ce que je peux faire aujourd'hui sur le Nasdaq à ce cours-là, et ben c'est pas grave. On attend qu'il se passe un truc qui nous parle. Et je crois vraiment que la bourse, c'est beaucoup de technique au départ, et ensuite, alors certains qui n'ont pas passé cette phase-là vont appeler ça du feeling ou des choses comme ça. Non, c'est avant tout une maîtrise de soi et de ses émotions qui nous donne une efficacité maximum. Sur ces sages paroles peut-être, je vous en fais 3. Profitez-en pour tout lâcher. Il a raté celui-là. Belle journée à vous. Ciao. Et je m'en fais un 4e.